Messieurs, amis de l'espace républicain, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux chez vous pour ces nouveaux programmes et qui va partir de l'actualité, une actualité vraiment abondante. Mais en même temps, nous sommes interrogés. Une question de fond au début de cette émission. Nous, depuis que cette émission est mise en place, ça fait 3 ans que nous nous battons, nous avons un fil conducteur. Nous pensons que la cohésion nationale, la paix sociale, les consensus sont des modes que nous devons privilégier pour que notre pays puisse traverser des moments historiques comme celui que nous attendons, notamment les élections. Et nous, sur ce plateau, personne n'est contre les élections. Nous encourageons les élections parce que comment résoudre alors la question de légitimité qui est déjà dans le pays s'il n'y a pas des élections? Les élections, pour qu'elles s'organisent, elles ont besoin des acteurs, notamment les parties prenantes. Ici, il s'agit d'un côté de la CENI, qui est l'organe qui est habilité à mettre en place le système d'organisation des élections. Vous avez le Parlement qui fait les lois, vous avez les acteurs politiques et vous avez le gouvernement qui finance. Ce sont les acteurs qui doivent s'entendre parce que les élections seront organisées un seul jour sur l'ensemble du territoire national le 23 décembre prochain. À partir d'aujourd'hui jusqu'à cette date-là, il nous faut donc examiner tous les signaux. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets. Cette inquiétude est profonde. Pourquoi nous sommes inquiets? Parce que d'un côté, il y a eu les actes qui sont posés pour rendre ces élections irréversibles, notamment la publication du fichier électoral, notamment récemment le dépôt de la plainte contre toutes les personnes qui, en s'enrôlant, se sont enrôlées plusieurs fois, mais surtout aussi l'appel de la CENI, l'appel d'offres de la CENI pour qu'il y ait certification et audit du fichier électoral. Nous espérions, nous pensons que ces actes posés pouvaient apaiser la classe politique afin que celle-ci se mobilise pour les élections. Non, aujourd'hui la classe politique, elle nous donne un spectacle de désunion, un spectacle de tir à l'aveuglette, les uns diabolisant les autres, au point que la question qui se pose, est-ce que la classe politique en général, est-ce qu'elle veut vraiment les élections? Et si elle veut les élections, pourquoi elle ne parvient pas, à quelques mois simplement, d'arriver à un consensus? Et quels sont les éléments objectifs qui empêchent justement ces conseils électoraux? Il est essentiel que ceux qui vont concourir à un match comme celui-là, à une compétition, aient la même perception des règles des jeux. Pourquoi aujourd'hui la majorité, l'opposition, la société civile, la communauté internationale ne disent pas la même chose sur des faits qui sont quand même établis? Voilà des questions que nous nous posons. Alors, y a-t-il des hypocrisies? Y a-t-il des choses derrière qui sont cachées? Les postures cachent-elles des intérêts? Ces questions, je les pose, vous me les posez, et moi je les pose à ceux qui sont venus sur ce plateau. Je les pose donc à nos éditorialistes. Nous avons fait les serments de dire les choses telles que nous les voyons, telles que nous les sentons, en toute objectivité, en toute franchise. Même si chacun de nous a quand même sa sensibilité philosophique, sa manière d'approcher la réalité. Je vous demande votre indulgence pour cette longue introduction. Était essentielle pour que je puisse poser la problématique d'aujourd'hui. Deuxième chose, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont écrit, ils sont très nombreux, qui nous ont écrit, qui nous ont encouragés et qui estiment que nous avons pris en compte quelques modifications que nous allons opérer à l'émission dans les semaines qui viennent. Il nous faut du temps. Vous aurez remarqué aussi que l'un d'entre nous n'est pas là aujourd'hui. C'est Freddy Moulumba qui n'est pas là, qui est appelé à d'autres fonctions. Il a été donc nommé directeur général adjoint de la RTNC, donc la chaîne nationale. Nous le félicitons et nous l'encourageons dans ce travail, un travail pour la République. Mais les autres sont là. Jérôme Sekana, bonsoir. Bonsoir William. Merci beaucoup d'être là. Jérôme Sekana, bonne gouvernance. Jérôme Sekana aujourd'hui nous a amené son dernier numéro, un réseau mafieux démantelé à la DGDA. Donc il est dans son élément économique. José Nawedge, bonsoir. Bonsoir Willy. Éditorialiste très de renom. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vous.
vous êtes éditeur du Forum des As et aujourd'hui, je serais content tout à l'heure de lire un peu votre édito parce que ça cadre bien avec mes interrogations. John Ngomboa, bonsoir. Bonsoir. Journaliste indépendant, même si il est quand même à toutes les tables, hein, rédactionnel. Non, un grand journaliste. Bonsoir John Ngomboa. Bonsoir Joachim Diana, la Colombe. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jérôme qui apprécie la qualité de votre tenue belle des bleus du ciel. Bonsoir, bonsoir. Et enfin, Bruno Bolisson, Atlantic News, un autre éditorialiste de renom. Vous avez déjà dans la ville ici beaucoup des fanatiques, des gens qui vous suivent. Alors, tenez compte de tous ces gens-là, mais restez vous-même. C'est ça qui nous est demandé. Et ne parlons pas pour faire plaisir, mais parlons pour faire triompher la vérité. Alors, nous allons commencer cette émission, comme je le disais. D'abord, l'acte principal, le fait le plus important de ces quelques semaines que nous n'avons pas vu, c'est la publication par la CENI du fichier électoral, donc de statistiques du fichier électoral. Et comme nous avons quand même un expert en la matière, Bruno Bolisson, il va nous retracer un tout petit peu ce que la CENI a mis à la disposition du public. De quoi s'est-il agi en publiant ce fichier électoral? Merci Willy. La centrale électorale est passée de la présomption de nombre d'enrôlés à la prévision, ou plutôt à la provision des nombres d'enrôlés. Au départ, on parlait de 46 500 et quelques mille enrôlés, mais en réalité, il fallait consolider ces fichiers électoraux. Il fallait vérifier le contenu et éviter qu'il y ait des doublons, parce que les doublons, quand on parle de doublons, ça dit des personnes qui se sont fait enrôler 2 fois, ou des personnes qui, légalement, ne devraient pas se faire enrôler. Il faut entendre par là les mineurs, ceux qui n'avaient pas encore 18 ans révolus. Et donc, en faisant cette consolidation du fichier électoral, ce contrôle, ce nettoyage, on est arrivé à élaguer un nombre qui a dépassé les 5 millions. Donc 5 millions et quelques si vous voulez. Et on est aujourd'hui, la CENI a retenu de manière définitive les chiffres 42 millions, ou plutôt 40 millions 250 000 enrôlés pour simplifier les choses, pour ne pas aller jusqu'au virgule, même si pour parler des individus, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule. Alors, ce document est important parce que le Parlement, la représentation nationale, est appelé à compléter la loi électorale. Ce qu'on appelle la loi sur la répartition des sièges est en réalité, au fond, une sorte d'annexe à la loi électorale. Et généralement, c'est une loi qui est généralement courte, qui ne contient qu'une demi-douzaine d'articles. Parce qu'il s'agit seulement de donner des indications conformément à cette loi. Donc, et l'annexe, le volumineux annexe contient en fait les chiffres. Circonscription électorale après circonscription électorale, territoire après territoire, chefferie après chefferie, groupement après groupement. Ça donne une photographie de ce que sera la configuration de l'Assemblée nationale, du Sénat après les scrutins indirects, les conseils municipaux, les assemblées provinciales et ainsi de suite. Donc au jour d'aujourd'hui, il est attendu dans les prochaines heures le dépôt de cette loi sur la répartition des sièges qui sera confectionnée et validée par le gouvernement après ce dépôt du document sur la répartition des sièges, de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges qui lui vient de la CENI. Le gouvernement va transformer cet avant-projet venu de la CENI en projet de loi qui viendra au Parlement pour un toilettage définitif, ce qui deviendra, après promulgation par le président de la République, la loi portant répartition des sièges. Alors, de manière brute, on sait qu'il y a eu une sorte d'équalisation en termes de ces répartitions des sièges au regard de l'enrôlement. On sait par exemple que par projection, la ville capitale de Kinshasa devrait avoir plus ou moins 55 députés nationaux. C'est pratiquement le top du classement. Après Kinshasa viennent
ce qu'on peut appeler les P5, c'est-à-dire les 5 provinces qui ont dépassé les caps de 20 députés nationaux. Il s'agit du Nord Kivu avec 48, du Sud Kivu avec 32, du Haut-Katanga avec 30, du Kwilu avec 29 et enfin de l'Ituri avec 28 et enfin du Kasaï, ou plutôt du Congo central avec 24 députés nationaux. Ce sont des projections parce qu'il faudra que ça soit confirmé par le Parlement pour que ça soit définitif. Vient ensuite le deuxième bloc. Les blocs des provinces qui réunissent entre 19 et 11 députés nationaux. Il s'agit notamment du Kasaï central et du Kasaï qui auront chacune 19 députés. Ce sont des projections. Les Sankuru, les Haut-Lomami et les Sud Kivu, ou plutôt les Sud Ubangi, auront chacune 16 députés nationaux. Tandis que la Chopo, les Tanganyika et la Lomami auront chacune 15. Viendra à l'avant-dernier positionnement par rapport au bloc les Kasaï oriental, les Lualaba et les Maniema avec 13 députés nationaux. L'Équateur, la Mongala, les Kwango et les Maïndombe auront chacune 12 députés nationaux. Les Haut-Touélé aura 11 députés nationaux. La Chouapa aura 10. Le Nord-Ubangi 8. Et enfin, la queue de la queue, les Bas-Jouélé avec 6 députés nationaux. Voilà ce qu'on peut attendre. Cette loi-là, merci beaucoup. Que ça soit confirmé par le Parlement. Merci beaucoup. Ceci était essentiel parce que c'était non seulement prévu dans le chronogramme de la CENI, mais ça a été respecté. Pour une fois, il y a eu l'événement à la date prévue. Mais après que ceci a été publié, il y a eu beaucoup de réactions dans tous les sens. Et je voudrais demander si John Ngomba a pu nous donner en substance les réactions des uns et des autres. Comment la classe politique, toute tendance confondue, réagit à cette publication du fichier électoral? Oui, en plus de la classe politique, il faut aussi ajouter d'autres acteurs sociaux. Aujourd'hui, la société civile, hein, qui n'a pas un moindre rôle dans le processus électoral. Mais substantiellement, je crois qu'il y a une sorte de manichéisme, là, les noirs et les blancs, par rapport à la publication de ces fichiers consolidés. Et essentiellement, l'opposition, là on retrouve les grosses pointures aujourd'hui qui sont regroupées en regroupement, on va dire UDPS et alliés, MLC et alliés qui sont dans les fronts dans leur front. Il y a l'UNC et alliés, ainsi de suite. Ces grosses machines de l'opposition considèrent simplement que ces fichiers est opaque. Il est opaque. En réalité, ces fichiers, selon ces formations et regroupements politiques, ces fichiers est en réalité un piège qui va permettre à ce que leurs adversaires politiques puissent l'utiliser le moment du vote venu. Ils exigent donc qu'il y ait audit du fichier électoral parce que selon eux, la CENI s'est retrouvée toute seule dans l'exécution de ses travaux. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'un peu plus de 5 millions de doublons, la question c'était, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Personne ne sait pourquoi. Donc il y a un problème de confiance. Effectivement, un sérieux problème de confiance. Ça, c'est la partie opposition. Ok. Alors maintenant, on a la partie majorité qui se félicite de ce travail et qui considère que c'est un jalon sérieux posé pour aller vers les élections et qui voudrait que la CENI puisse consolider ce travail afin surtout de pouvoir éclairer les gens au niveau peut-être des regroupements parce que chacun a peut-être ses petits intérêts pour dire bon moi je suis notable de telle part, je voudrais voir un peu plus clair. Mais dans l'ensemble du côté majorité, ces fichiers consolidés est vraiment soutenu. Alors on a dans la société civile, vous avez la société civile des ONG, des droits de l'homme, les ONG tendance droits de l'homme, qui est contre les fichiers électoraux.
Là, vous voyez la cage, la voix des sans-voix, ainsi de suite. Et ces groupes-là prennent pratiquement la même position que les majors de l'opposition. Après, vous avez la société civile qui est dans les élections. À part la Ligue des électeurs, mais vous avez les autres, l'INELITE, ainsi de suite, qui ont une position un peu plus nuancée, qui disent, oui, c'est vrai, il y a des avancées significatives qu'il ne faut pas ignorer, même si, ici, là, il faut peut-être des éclaircissements. Alors, voilà les tableaux. La réalité, c'est que les camps se soupçonnent mutuellement. Les prises de position sont très polies, elles sont fermes, mais elles renferment ce nombre de soupçons. Alors, essayons un peu de décortiquer ces soupçons-là. Je sais que vous tous, vous avez lu, mais essayons de le mettre de manière en lumière pour que les spectateurs puissent comprendre. Diana, vous avez... Prenons d'abord la majorité, par exemple. La majorité, comment elle réagit? Qu'est-ce qu'elle soupçonne? Comment est-ce qu'elle interprète la position de l'opposition? C'est-à-dire quoi? On part du fait que, donc on a posé un postulat. Le postulat, c'est lequel? C'est que la CENI est avec le gouvernement. La CENI est avec la majorité. Quand on a posé ce postulat, tout explique, on interprète tout à partir de là. Et on oublie que dans cette CENI, on s'était battu d'abord, qu'il y ait toutes les tendances là-dedans. Et après, on s'est battu qu'il y ait une plénière, afin que les décisions du bureau ne soient pas les décisions du bureau. Mais aujourd'hui, on ne faut pas les nanga, alors qu'il y a toute une plénière qui besoin. Donc, quand on part de là, on conteste tout. Vous allez vous rendre compte, on a contesté la loi électorale. On a contesté, on est en train de contester la machine à voter. On est en train de contester maintenant le fichier électoral. Tout se fait comme si le fichier électoral, c'est la CENI qui a choisi. Nous allons entrer dans cette maison pour enrôler les gens. Nous irons dans telle autre maison pour enrôler les gens. Alors que les gens allaient s'enrôler librement. Alors, jusqu'à ce point, j'ai suivi M. Fayou le dire, mais pourquoi là-bas il y a moins de gens? Pourquoi là-bas il y en a trop? C'est comme si l'enrôlement n'était pas libre. On a enrôlé les gens librement. Aujourd'hui, si on constate, et surtout lorsqu'on se plaint que le qui vous met ensemble donnerait au tel nombre de députés que le qui vous s'imposerait dans le vote de loi. Mais ma chère amie, depuis que nous étions à l'école secondaire, l'école primaire, quand nous avons étudié la densité dans ce pays, en géographie, on a trouvé une grande densité dans cette province du Kivu, mais qui a été divisée. Nous l'avons étudié en géographie. Donc pour vous, si je comprends bien, si vous comprenez la position de la majorité soupçonne l'opposition des contestations permanentes. L'opposition permanente pour retarder d'aller aux élections. Là, vous allez vous rendre aujourd'hui, il y a un dernier assaut contre le processus électoral. Ce dernier assaut, machine à voter, donc on n'ira pas les élections. Et si on transporte ça en 2016, c'est pratiquement le même combat qui commence pour qu'on n'aille pas aux élections. Mais après, si on retarde, vous allez dire que c'est un procès d'intention. L'objectif à atteindre, c'est quoi? Dès qu'on va arriver le 23, il n'y a pas élection. Alors voilà, ils se sont donné 23, ils n'ont pas donné, et alors on ne peut plus continuer. Retrouvons-nous, dialoguons, et trouvons encore un consensus. Et là, parce qu'il y a des gens qui veulent être aux affaires, avant d'aller aux élections, oui, le pays ici est vaste, les gens se déclarent candidats, mais ils ne savent pas comment battre campagne. On vous a compris, nous allons comprendre. Voilà, Diana est déjà lancé dans sa diatribe, mais c'est normal, il ne fait que reproduire ce qu'il estime être... la position, les soupçons qui pèsent sur l'opposition venant de la majorité. Alors, Jérôme, cet exercice est difficile. Vous n'êtes pas des politiques, vous êtes des analystes, des éditorialistes. Alors, l'opposition, quelle est sa lecture finalement? Si vous mettez un peu, vous avez lu leurs déclarations, vous avez lu les prises de position, pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas directement ce qui apparemment nous conduit vers les élections? Vous savez, les journalistes que nous sommes les historiens du présent. Et
ce que nous disons, c'est un peu la cartographie de la société. Et nous sommes apolitiques, dans le vrai sens du terme, parce que, tel que nous sommes autour de cette table, nous n'avons pas encore assumé un mandat politique. Donc, ce que nous disons, c'est ce que nous avons recueilli comme information et que nous constatons quand vous voyez, par exemple, les communiqués publiés par l'opposition, vous les lisez, même entre les lignes. Lorsque vous avez des conférences de presse ou lorsque vous voyez, vous suivez les émissions, vous savez que chez nous, les politiques s'expriment chaque jour et dans tous les médias. Vous ne pouvez pas ouvrir une antenne, une chaîne de télé sans que vous ne puissiez suivre un débat politique. Alors, côté opposition, il y a une crise de confiance. Crise de confiance totale entre cette opposition et le pouvoir, d'un côté, et entre l'opposition et la CENI, d'autre part. Pour l'opposition, la majorité est en train de l'empêcher de pouvoir s'émouvoir, alors que nous sommes dans une période pré-électorale. Pour l'opposition, la majorité est en train de boutiquer une fraude à grande échelle avec la machine à voter. C'est ce qui fait que la rhétorique est là, machine à voter, avec bien sûr la communauté internationale qui s'est prononcée là-dedans. Quand on parle de la communauté internationale, les États-Unis, on voit bien sûr la Suisse et ainsi de suite, tous les autres pays, mais également la Corée du Sud. Et les politiques, les opposants s'organisent même à pouvoir saisir la Cour suprême de la Corée du Sud pour se plaindre contre Meru System. Ça, c'est un problème très très important. Mais vous avez également, du côté de l'opposition, le fait qu'eux-mêmes, ils ne mettent pas sur la même longueur d'onde, quand bien même ils signent les communiqués ensemble. Une multitude de candidatures. Et on a comme l'impression que l'organisation de l'opposition est devenue l'affaire de la majorité et l'organisation de la majorité est devenue l'affaire de l'opposition. Vous avez les opposants qui disent que mais vous n'avez pas de candidat, on attend voir votre congrès, notamment ceux du PPRD, il y a parmi vous les dauphins qui en tout cas se tirent dessus. Et nous ne sommes pas sûrs que vous aurez même un candidat. Alors, de l'autre côté, on dit, mais vous là, vous ne pouvez pas. Donc, on essaie de personnaliser et on met en exergue, par exemple, les dossiers de l'ancien gouverneur du Katanga. Tout ça mis ensemble prouve à suffisance qu'il y a une crise de confiance. Et il y a d'autres acteurs qui sont venus ajouter un peu de l'huile au feu. C'est par exemple Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda est passé sur Télé 50 et sur P1 et il a dit deux choses. La première, il dit il faut que la CENI écoute l'opposition en ce qui concerne la machine à voter. Il va même plus loin. Si la machine à voter pose problème, il faut l'abandonner. Dans le camp de la majorité, on dit non, il roule pour l'opposition. Ngoï Mulunda ajoute, il dit il faut qu'on révise la Constitution. Parce que le problème de l'article 10 pose problème, la nationalité. En tout cas, si on va dans ces chemins-là, on suit ces chemins-là, nous courons droit vers le mur. Ça ne va pas, il faut. Alors, quand est-ce qu'on va le faire? Du côté de l'opposition, il y a levé des boucliers, ils disent que non, on fait chasse à l'homme. Donc, c'est là, du côté du pouvoir, où il y a beaucoup de gens qui ont une double nationalité. Et le terrain de combat, c'est les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, je vous dis, c'est terrible. Donc, nous sommes donc, merci beaucoup, voilà. Ferrand. Mais je voudrais terminer. Du côté de l'opposition, ils se saisissent également d'un son de cloche, d'un tweet qui est sorti de la plénière de la CENI, de Bigimono, qui a tweeté et qui a dit qu'il n'y a jamais eu un procès verbal validé en plénière en ce qui concerne la machine à voter, tout comme en ce qui concerne les contrats
en rapport bien sûr avec la machine à voter. Donc tout ça mis ensemble, on a besoin d'un consensus. Le consensus est difficile. Peut-être qu'on peut chercher un autre mot. Ce n'est pas peut-être un dialogue bis, mais au moins les politiques doivent se parler pour que nous ne puissions pas plonger le pays dans les chaos. Parce qu'à l'allure où vont les choses, les clichés que je viens de peindre ici prouvent à suffisance que cette crise de confiance peut déboucher facilement vers le chaos. Merci beaucoup. Au-delà de prises de position, qui sont d'ailleurs motivées par les idéologies, ceux qui sont au pouvoir veulent le conserver, ceux qui veulent y arriver veulent l'obtenir. C'est normal que les prises de position soient fonction de ce que l'on cherche. Mais quand on scrute davantage, quand on va au-delà, nous sommes comme dans un pays qui a connu deux processus, en 2006 et en 2011. Alors je voudrais quand même demander à José Nawège d'aller un peu plus profondément dans l'analyse des faits, de dépasser les faits, d'arriver au sens, d'arriver à ce qui n'est pas dit, à ce qui peut être compris. Quel est le message des uns et des autres? Soit, j'ai une hypothèse, soit on ne veut pas les élections, alors on a peur de le dire, soit on en veut, mais pas de cette façon-là. Qu'est-ce que vous avez comme lecture de toutes ces prises de position qui commencent à dérouter la population et à effrayer finalement les gens? Oui, Willy, en posant la problématique, vous avez commencé peut-être inconsciemment à répondre même à la question essentielle. Parce que nous parlons des élections, nous devrions d'abord savoir que les élections ne sont pas véritablement la tasse de thé des politiques congolais. Non pas qu'ils ne soient pas solubles dans la les démocratie élections ou dans la démocratie, mais parce que culturellement, nous n'avons pas été initiés à la chose électorale. En d'autres termes, les élections que nous avons connues, les premières élections de 60, puis les élections de 64, après ces élections, nous avons connu un régime que tout le monde connaît. Et sur ce plateau, ça ne sert à rien d'y revenir. Le régime à main levée. Oui, voilà. Et de 90 à 2006, 2005, nous avons connu un autre type de régime qui faisait que finalement, le pouvoir, quand il n'était pas au bout du fusil, comme disait autrefois Mao, il était au bout de conciliabule. D'où, si nous nous mettons à énumérer le nombre de forums qui se sont tenus dans ces pays, et nous avons le privilège autour de cette table avec Diana et avec Willy d'avoir couvert la quasi-totalité de ces forums-là. Mais ces forums-là, on parlait de quoi? Ces forums avaient pour soubassement le partage du pouvoir. Disons les choses très simplement. C'est le partage du pouvoir, c'est la question. Pourquoi le partage du pouvoir? Parce que justement nos partis politiques ont été créés, non pas pour accéder au pouvoir via des élections qui n'existaient pas, mais on accédait au pouvoir via des négociations. C'est pourquoi on assiste à un nombre exponentiel des partis politiques, parce que derrière un parti politique, il faut voir un monsieur et un groupe qui cherche un Marocain ministériel. Voilà, et pour faire vite, ça c'est une question fondamentale. J'appelle ça une raison historique. La deuxième raison qui est en fait qui découle de la première, c'est une raison financière. Le pouvoir est le nerf de la guerre, disait déjà à l'époque, l'argent plutôt est le nerf de la guerre, disait déjà à l'époque Cicéron. Et ici chez nous, du fait de la structure même du pays, qui fait qu'un homme politique, pour se mouvoir et faire se mouvoir les autres, doit être connecté à l'appareil d'État. Ce qui fait que, ici, la gestion du pouvoir politique et surtout dans sa dimension emblématique que le gouvernement, que l'espace des entreprises publiques, cette gestion est essentielle pour les hommes politiques. Il ne faut pas réduire ça, c'est ça notre situation. Les gens voient à travers le pouvoir d'État non pas nécessairement un espace pour servir la communauté, mais un espace pour se servir, disons les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas utiliser la langue de bois ici. Donc ici, nous avons la raison financière. Et il y a une troisième raison, parce que nous ne pouvons pas rester dans une espèce de l'entre-soi congolais, comme si ces pays
nous appartenaient, alors qu'en réalité, ces pays n'appartiennent pas qu'à nous. Nous l'avons dit et redit plusieurs fois sur ce plateau, que depuis 1885, ces pays, en tout cas, a été conçu davantage comme un comptoir que comme un espace qui devait appartenir à ceux qui y habitaient. Et cela nous colle à la peau, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait que les élections, chaque fois qu'on parle d'élections, il ne faut pas déconnecter ces élections des ingérences étrangères. Et nous y sommes aussi. Et ça explique, c'est la troisième raison qui explique notre situation, parce que ceux qui tiennent en laisse ces pays depuis très longtemps, ou ceux qui tiennent à continuer à tenir en laisse ces pays depuis très longtemps, sont eux-mêmes partie prenante dans le système, mais ils sont sous le tapis. Ils sont sous le tapis, ils n'apparaissent pas, et ils ont quelques leaders politiques, toutes tendances confondues, qu'ils manipulent. Donc on ne comprend rien à ce qui se passe si on n'intègre pas ces trois raisons, me semble-t-il. Donc, c'est quand même triste, parce que maintenant là que la CENI, parce qu'il s'agit de questions qui fâchent. On parle de la machine à voter, on parle de l'audit du fichier électoral. La CENI dit, j'ai fait des appels d'offres pour que l'on vienne auditer le fichier. Et la CENI même dit, appel d'offres pour qu'on vienne certifier cette machine à voter. Même ça, ça n'a pas suffi. Ça ne suffit pas pour que la classe politique dise, bon, il y a quand même de l'éclaircie dans le processus électoral. Alors, la question, est-ce que ce n'est pas les alibis? Est-ce que les hommes politiques veulent vraiment qu'on aille aux élections? S'ils veulent vraiment qu'on aille aux élections, comment vont-ils le démontrer? Je vous en prie, je vous relance. En fait, je n'ai pas fini. Je vous en prie. Oui, justement, pourquoi c'est un alibi? Parce que précisément, il y a un problème de communication entre ce Congo d'en haut et le Congo d'en bas. Il y a une hypocrisie terrible dans la communication, c'est que finalement, les hommes politiques, toutes tendances confondues, ne sont pas chauds à l'idée d'aller aux élections. Et vous remarquerez que dans certaines communications, y compris dans l'opposition, on vous ramène à l'implication intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. En réalité, c'est quoi? On demande, ceux qui ne sont pas aux affaires, demandent qu'on solde les comptes de négociation de la CENCO, du centre interdiocésain. Solder les comptes veut dire quoi? Si on doit appliquer intégralement, c'est qu'à partir de là, il y a un gouvernement qui devait être fait, qui n'a pas été fait. Mais le problème, c'est que comment dire à la population que moi, Diana Kikupa, membre de tel parti, président fondateur, je n'ai pas les moyens d'aller dans mon Gungu natal parce que je ne suis pas au gouvernement. Donc, tout ça, on est en train d'habiller, on fait une espèce d'enfumage, on cite des grands principes. Merci beaucoup. D'après ce que je comprends, parce que j'essaie d'évaluer dans les deux camps, avec ou sans la machine à voter, il y aura élection. Personnellement, parce que les élections, on ne peut pas ne pas y aller. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas organiser les élections, ça sera le chaos. Donc, avec ou sans machine à voter, il y aura élection. Deuxièmement, il est grand temps que le sage s'élève pour essayer de faire comprendre les uns et les autres. Du côté du pouvoir, voir comment on peut appliquer ce qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre, mais du côté de l'opposition, qu'on essaye aussi de se montrer ouvert et compréhensif. Il y a des choses, par exemple, qui ne peuvent pas se faire et on ne doit pas brûler le pays pour ça. Et enfin, il faut que la communauté internationale mette la main à la poche. Parce que ça ne sert à rien bien sûr que notre gouvernement s'est déclaré capable, bien sûr, de le faire, parce que je l'ai dit la fois passée ici, l'embellie que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne les cobalt ne nous profite pas pour le moment. Il faut attendre que les règlements miniers soient... vous l'avez déjà dit. Mais en ce moment-là, nous pouvons bénéficier de quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas que la communauté internationale qui veut qu'il y ait la paix ici, parce que tout le monde manifeste cette intention-là, puisse se limiter aux mots. Il est grand temps qu'on essaye que la communauté internationale puisse s'impliquer afin que ces élections aient réellement lieu. Parce que c'est ça qui va... Mais s'il y a de l'hypocrisie, il y a une peur. Parce que vous savez, la classe dirigeante, dans son ensemble, elle est dans l'opposition, elle est dans la majorité. Comme il n'y a pas d'élection depuis quelques années, quand même, ça fait déjà autour de 8 ans déjà, depuis 2011, c'est 7 ans,
On ne sait pas quel sera le choix du peuple. Peut-être que le peuple peut exclure tout le monde. Alors, tout ça, ça peut être aussi une peur, n'est-ce pas, Ghana? Oui, tout à fait. C'est comme avant un match. Chaque équipe, tout peut arriver. Mais l'équipe qui a le plus peur, c'est l'équipe qui s'acharne sur l'arbitre qui n'a pas encore de tout le terrain. Aujourd'hui, on s'acharne sur la CENI qui est l'arbitre avant même que le match ait lieu. Avant même que le match ait lieu. Alors que vous allez vous rendre compte que les contestations sont sans fondement. La contestation de la machine à voter, ça je le disais, je l'ai toujours dit que la machine à voter fait peur à tout le monde. Non pas parce qu'il y aurait pu ce qu'il y aurait ceci, mais c'est parce que cette machine va faire en sorte qu'il y ait réellement des gens élus. Ça ne sera plus possible d'aller à la Pékin, payer $3000 pour qu'on vous ajoute un zéro, aller pour manipuler. C'est fini. Ça fait peur à tout le monde. Mais malheureusement, pour l'opposition, à la majorité, on dit nous nous soumettons à la CENI, c'est la loi qui l'oppose. Mais quand l'opposition se met à contester la machine, il y a déjà de la majorité qui se disent mais allez-y, mais en silence. Parce qu'on dit, c'est comme, je vais toujours rappeler le proverbe de chez moi qui dit qu'il dit Samsa. Donc, un lion qui entre. Oui, qui dit Samsa. C'est-à-dire quoi? Quand un lion entre dans le village, il ravage du bétail. Ben, demain, c'est tout le monde qui aura la viande. C'est un malheur, mais il y a quand même, c'est tout le monde qui a la viande. Alors que pour les gens de la majorité, si l'opposition peut arriver à élaguer... Donc vous soupçonnez une partie de la majorité d'être en connivence avec la contestation de la machine à voter, oui, avec l'opposition. Dans le respect, et ils respectent, comme dit, c'est la CENI qui l'a fait. Ils ne peuvent pas contester la CENI, ils sont conformes à la Constitution, mais ils laissent l'opposition qui se met en dehors pour constituer. Si l'opposition peut arriver, vous allez vous rendre compte qu'au moment de consensus, il y aura des gens qui vont dire vite, allons vite au consensus, parce qu'on aura élagué une machine qui allait faire que le Congo fasse des élections modèles en Afrique. Alors, Bruno Bolisson. Oui, en réalité, comme vous l'avez dit tantôt, ces élections sont irréversibles. Parce qu'aujourd'hui, déjà, depuis pratiquement une année, un peu plus d'une année, la RDC vit dans une sorte de transition, dans une sorte de régime spécial, où, par exemple, où le Premier ministre qui dirige le gouvernement n'est pas le produit de la majorité parlementaire. Et donc, nous sommes dans une sorte d'arrangement, de consensus général qui en réalité ne peut pas durer pendant longtemps. Vous avez aujourd'hui par exemple les camps qui a produit le Premier ministre, vous avez les ébullitions qui s'observent au niveau de ces cas. Ça signifie que ça ne va pas durer longtemps. Il faut que cette situation soit stoppée, et ça ne peut être stoppé que par les élections. Mais parce qu'il y a un problème peut-être voulu entretenir, sponsoriser tout ce que vous voulez autour, par exemple, de la question sur la machine à voter, je pense qu'irréversiblement, il faudrait que la classe politique dialogue. Parce que la CENI étant une institution indépendante, elle est seule devant ses responsabilités au regard de la loi, au regard de la Constitution. Mais parce que la CENI ne peut pas aussi imposer une sorte de pilule à tous les acteurs politiques, il y a donc possibilité à ce que ces acteurs se regardent en face pour voir, faut-il, oui ou non, aller avec la machine à voter. Si la machine à voter peut être auditée, comme la CENI, c'est une bonne chose, ça peut être audité par les observateurs indépendants venus de tous les pays de la planète, ça peut également être audité, ou ces observateurs peuvent être également renforcés par les représentants des partis politiques qui ont une connaissance assez pointue par rapport à la question électorale. Première possibilité. Deuxième possibilité, si on ne trouve pas de consensus sur la machine à voter, il y a moyen de recourir au vote 100% papier, mais avec toutes les conséquences. J'ai dit, il y a possibilité. Je ne suis pas en train de faire de la prophétie ou une prédication, mais je dis, ce sont des probabilités scientifiques qui peuvent se présenter. Ça signifie qu'en retournant au vote 100% papier, il y a des effets d'entraînement. C'est-à-dire qu'on peut arriver à glisser de quelques mois par rapport à la date initialement annoncée, avec des avenants budgétaires, parce que il va falloir commander les bulletins, il faut les imprimer, les transporter jusqu'ici, les déployer sur l'ensemble de la République. Mais ce consensus-là est, à mon avis, essentiel pour éviter le vide, pour éviter le chaos et pour éviter le déchirement général. Vous avez la parole. Oui, pour dire ceci,
parmi les conséquences, ce sera de l'argent jeté par la fenêtre pour les machines déjà faites. Ça, c'est un. De deux, la possibilité d'avoir un procès de la part de l'entreprise qui avait déjà reçu. Mais ça pose un problème aussi fort. Mais jusque-là, mais il y a le contrat. Vous avez signé le contrat. Vous envoyez, vous payez une acompte et après vous avez le contrat. Vous l'avez dit. Vous êtes du domaine économique. Ok, merci. Alors je voulais dire ceci. Oui. Il y aura des conséquences énormes, notamment aller au-delà du 23 décembre. Et puis pour quelles raisons, quel problème il y aura? Tu sais que nous ne sommes pas des imbéciles pour qu'on nous dise aujourd'hui le vrai problème avec la machine, c'est lequel. C'est pourquoi je demande même à l'ambassadeur de Corée qu'il convoque une conférence de presse, pas devant la classe, pour qu'il nous montre à nous, la presse, quel est le danger qu'il y a dans cette machine. Donc c'est une conférence de presse, ça ne sert à rien d'intoxiquer tout ça. Qu'on fasse une conférence de presse, qu'on nous montre en quoi c'est dangereux. On dit tout de cette machine, mais on ne dit pas comment on va tricher, comment la machine est dangereuse. On ne l'a jamais dit. Que les Coréens nous le disent, que sa commission vienne nous le dire. Merci. John Ngomba. Oui. Alors, je pense que la question de la machine à voter est l'un des nombreux prétextes posés. Parce que, fondamentalement, il y a différence de vues. L'opposition, comme la majorité, je crois que c'est Diana qui l'a relevé ici, au sein de la majorité, tout le monde n'est pas nécessairement pour l'organisation des élections. Mais comme la majorité est structurée et dépend des ordres qui sont donnés, eh bien, il est difficile qu'il y ait des discordances de voix. Mais en face, bien, c'est un peu la cour du roi Péto, ben, chacun est chef. C'est pourquoi on assiste à ces spectacles-là. Je voudrais prendre, pour exemple, la dernière déclaration, les communiqués publiés par les rassemblements UDPS et alliés, UNC et alliés, ainsi de suite, sur ce problème des gaps. Ils ont constaté qu'il y avait 29 000 et quelques voix dont on ne savait pas très bien justifier l'existence. Eh bien, pratiquement, qu'est-ce que j'ai dit? Personne, oui, enrôlé. Pratiquement, ces communiqués disaient que ces gens-là étaient escamotés, ces électeurs-là étaient escamotés et qu'on ne comprenait pas. Mais lorsque vous prenez les fichiers publiés par la CENI, qui sont en plus sur Internet, sur les sites Internet de la CENI, eh bien, vous trouvez la justification à tout cela. Les 29 000 là sont bel et bien repris. La question, c'est, il y a aujourd'hui énormément de préjugés, au point que les choses anodines prennent une ampleur qui ne devrait pas. Je crois que la CENI est, on va dire, un peu sur les charbons ardents. Parce que la CENI ne peut pas aujourd'hui prendre la décision de pouvoir interrompre ce processus, malgré que plusieurs personnes, y compris de l'opposition et de la majorité, viennent à la CENI dire de manière plus ou moins claire qu'elles ne sont pas prêtes, qu'on ne devrait pas organiser les élections. Mais ces acteurs politiques attendent que la CENI puisse prendre la décision de faire cette déclaration, de dire non, on interrompt le processus. Or, la CENI n'a pas ces droits-là. La CENI est astreinte à un calendrier bien précis. Alors, je crois que les acteurs politiques de notre pays devraient prendre le courage de s'assumer, au lieu de chercher des prétextes, de chercher des poux sur la tête de la CENI. Si on considère que la machine à voter ne va pas nous amener vers les élections, et il n'y a pas que dans l'opposition, même dans la majorité, il y a aussi des gens qui craignent beaucoup cette machine à voter-là. Alors, disons clairement, écoutez, prenons le temps qu'il faut prendre, trouvons les moyens, et puis donnons à la CENI la possibilité de pouvoir organiser les élections comme on le veut, au lieu de créer simplement un contexte de crise. Alors, il est vrai aussi qu'il y a, on va terminer par là, parce que c'est déjà vers la fin de l'émission, le fait que toute cette divergence de point de vue, c'est en réalité peut-être, et c'est le plus grand soupçon, et c'est la plus grande crainte, c'est que l'on puisse créer un climat de chaos, au point que l'intervention ne vient pas par les élections pour créer le problème de légitimité, mais qu'il y ait des coups de force qui viennent à gauche, à droite pour pouvoir déstabiliser ce pays. Parce que, avec ce que nous avons déjà dit ici, aujourd'hui, le pays, non seulement il est
au cœur de toutes les convoitises. Mais j'ai entendu, j'ai lu moi-même personnellement une déclaration dans un journal du Tchad où un président, je ne cite pas son nom, qui a été clair, il a dit, de gré ou de force, l'eau de l'Ubangui va aller au lac Tchad. De gré ou de force, nous irons prendre ça. Donc nous devons donc faire attention pour que les divergences en interne ne soient pas utilisées comme les talons d'Achille pour assouvir tous ces peuples-ci. Alors, je vais vous demander rapidement de clore cette émission en proposant très rapidement qu'est-ce que nous disons à la CENI, qu'est-ce que nous disons à l'opposition, qu'est-ce que nous disons à la majorité, qu'est-ce que nous disons au gouvernement, qu'est-ce que nous disons au Parlement. Parce que ce sont et puis la société civile. Chacun choisit le message qu'il veut transmettre parce que c'est à eux que revient l'organisation de ces élections, mais surtout d'entretenir un climat de paix, un climat de sérénité, parce que, évidemment, les gens ne peuvent pas se lever avec des incertitudes de manière permanente. Alors, nous commençons par Jérôme. Oui, en très tout cas, rapidement. tout ce que nous pouvons demander, c'est qu'on trouve un consensus, notamment sur les sujets qui fâchent. Nécessairement que la CENI puisse se mettre à l'écoute, je ne sais pas de quelle manière, que les opposants, tout comme ceux de la majorité, se mettent autour d'une même table et lèvent l'option. Pourquoi? Parce que vous venez de dire quelque chose de très important. Il n'y a pas que les politiques qui s'entre-déchirent, il y a les multinationales qui tirent les ficelles. Notre code minier ne plaît pas à certaines multinationales. Et il y a encore un autre problème que nous allons vivre très prochainement, c'est les télécoms, avec la révision de la loi cadre sur les télécoms. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour que les chaos puissent se produire. Donc, il faut que tous un sursaut d'orgueil patriotique, qu'on transcende un peu nos égos, et afin de parler, s'il faut qu'on mette de côté la machine à voter, qu'on les mette consensuellement. S'il faut qu'on l'utilise, que ça soit certifié, mais que les options soient levées. Ainsi, nous aurons des élections crédibles et donc il faut apaisées. quand même un dernier round quand même Voilà. de présentation, à un certain niveau, à un certain moment. Vous avez compris, il ne faut pas vous énerver davantage. Vous, là où vous vous rencontrez, vous connaissez les adresses, rencontrez-vous pour lever les options. Bruno Bolisson, très rapidement. Ouais, je crois qu'il y a un consensus au niveau institutionnel et politique, et même politique. Le consensus national s'impose. Jérôme a parlé des miniers, des télécoms, vous avez parlé de la guerre de l'eau. Cette déclaration-là du président tchadien, pour ne pas être plus clair, devrait s'analyser comme une déclaration de guerre. Donc en réalité, si notre gouvernement pouvait riposter au coup par coup, je crois que ça devrait demander des explications claires. Et ça signifie que d'une manière ou d'une autre, nous devrions nous préparer à la guerre. Un jour, certaines puissances, surtout, nous feront la guerre. Et parce qu'en réalité, les eaux de l'Ubangui n'appartiennent pas à un plateau continental ou à une zone d'intérêt commun. Et s'il y avait un pays qui devait réclamer cette eau, ça pourrait être peut-être le Congo-Brazza, on comprendrait, pas le Tchad. Là, c'est un autre débat. Mais ça montre quand même, toutes ces questions réunies, ça montre quand même qu'il y a nécessité, qu'il y ait un consensus pour que le Congo soudé s'attaque aux questions essentielles de sa survie au niveau international et au niveau de la géopolitique, pour que on ne soit pas distrait. Un jour, nous allons nous réveiller et puis, comme dirait le pays s'est transformé en 6 pays. Merci beaucoup, Diana. Ah oui, si j'acceptais d'être moins sérieux, j'allais proposer à ce qu'on abandonne cette histoire des élections, qu'on revienne au système chefal de nos coutumes et au village. Et maintenant, puisque quand on veut être un État moderne, on doit se soumettre ne fût-ce qu'au texte. On se battu à Sanicite, nous étions en amour. Le gouvernement ne peut plus organiser sur une commission électorale indépendante. Si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord autour d'une commission électorale indépendante, alors qui va organiser les élections? On demandera aux anges de descendre pour organiser les élections. Moi, je pense que consensus et tout ceci, ça c'est de la faiblesse. Nous n'arriverons jamais à être un État. Et vous allez vous rendre compte, vous allez parler, il suffirait aujourd'hui le président, vous parlez du Tchad, de venir dire ici, voilà, moi, il va aider le pays, et il va aider les acteurs politiques qui sont là à prendre le pouvoir pourvu qu'il lui donne il aura des preneurs ici. Pourvu qu'il ait l'eau, même tout l'eau, même tout de l'eau, même pour le fleuve, mais pourvu qu'il ait le pouvoir, il aura des gens qui vont lui donner ça. Il y a des gens qui vont lui donner ça, il y a des gens qui ne voient aucun intérêt national.
Il y a des gens qui, pour eux, le Congo, c'est tout justement quelque chose pour le Comment on fait pour arriver à ce 23 décembre-là? Le respect de texte. On respecte la Constitution. Elle n'a pas que l'article 70 de la Constitution. Il y a aussi l'article qui consacre l'indépendance de la CENI. Il n'y a pas que l'article 70 qui limite le mandat du président. Alors, qu'on respecte cet article qui donne à la CENI l'indépendance, c'est à la CENI à nous proposer les instruments avec lesquels et la façon dont nous allons voter. Le papier n'est pas une solution. Il y a eu querelle en 2006, il y a eu querelle en 2011, ce n'était pas la machine à voter. Donc, n'usons pas de prétextes pour aider quelques individus à assouvir leurs petits intérêts. Nous devons faire de bonnes élections, des élections où ne seront élus que réellement des gens éligibles. Merci beaucoup. John Ngomba. Oui, il me semble que ces élections, on les attend quand même ce 23 décembre. Ça fait quand même bizarre, hein, des ordres qu'elles ne se tiennent pas. Que les acteurs politiques se préparent. Moi, je crois que ils disent une chose et le contraire. On ne voit pas très bien comment est-ce que tout ce monde ici se prépare. C'est à peine qu'on voit les regroupements se former, ainsi de suite. Mais nous sommes à 8 mois de l'organisation des élections. Eh bien, on n'a pas la nette impression qu'ils sont réellement impliqués dans la préparation des élections. Donc, moi, j'ai dit que chacun se prépare déjà pour aller aux élections, d'une part. D'autre part, c'est vrai, on dit des zones d'ombre. Il y a un travail pédagogique que la CENI a entamé, mais qu'elle doit continuer de faire aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus de zones d'ombre. Eh bien, elle a décidé notamment de faire expertiser la machine. Mais entre-temps, elle a laissé la latitude. Aujourd'hui, il y a 200 machines qui circulent à travers tous les pays ici pour que les gens puissent s'y habituer. Eh bien, que les partis politiques puissent dépêcher leurs experts et tester ces machines. Et puis que les partis politiques aillent vers la CENI pour voir plus clair. Alors, il y a un travail pédagogique qui doit se faire, une interaction entre la CENI et les acteurs politiques. Maintenant, c'est le moment d'en profiter pour pouvoir tirer tout au clair et puis ne plus trouver des prétextes. Parce qu'à mon sens, ces élections sont essentielles. Les renvoyer encore à plus loin risque encore de nous amener d'autres surprises. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec José Nawesh, dont je lisais l'édito, mais bon, c'était ce qu'on a dit dans votre édito, hein. C'est comme si vous saviez un peu anticipativement. Oui, peut-être que les esprits moyens se retrouvent quelque part, pour être modeste. Bon, disons, Willy, que là, je paraphrase un peu Freddy Moulumba, qui n'est plus de nôtre ici, c'est que nous ne tirons pas assez les leçons de l'histoire. Nous avons eu des élections en 2006. Mutatis mutandis, nous avions eu plus ou moins les mêmes débats. Quand il n'y avait pas machine à voter, il y avait autre chose. On sait comment ces élections se sont terminées. On a eu des élections de 2011. Les élections de 2011 comme de 2006 se sont terminées de la même manière. Ça ne s'est pas bien passé, reconnaissons-le, nous sommes journalistes. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si l'avant-élection n'est pas suffisamment n'est pas suffisamment apaisé. Pour qu'il soit apaisé, il faut que les acteurs politiques touchent le vrai problème. Parce que les élections ne doivent pas être une fin. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections ne seront pas une panacée. Je suis même d'un avis contraire. Je suis de ceux qui croient que la préélection risque d'être même plus grave que l'avant-élection, selon que l'on aura réussi ces élections ou qu'on les aura échouées. Alors, pour qu'on les réussisse, ne surchargeons pas la CENI qui n'est qu'une instance technique. Parce que les élections sont d'abord l'affaire des parties prenantes, qui sont connues, c'est-à-dire les hommes politiques. Et ceux de la société civile qui veulent se lancer en politique. On ne vient pas faire des élections pour rester société civile, c'est pour faire de la politique. Donc, au niveau de la classe politique, il y a ce nécessaire sursaut patriotique. Ce nécessaire sursaut patriotique postule que les uns les autres se voient. Là aussi, je tords le cou à une idée largement répandue. Il n'y aura jamais, tant qu'on vivra, des négociations, des dernières négociations. Les négociations dans une société archaïque, comme moderne, traditionnelle, comme post-moderne. Même post-moderne, des négociations. Ça veut dire en un mot le dialogue
est consubstantiel à la vie en société. Donc il y a comme une gêne quand les gens parlent. Non, on ne veut pas utiliser le mot négociation ou dialogue. Il y aura toujours dialogue. Même après élection, nous sommes une société, quelqu'un le disait, un grand politologue, il disait que nous sommes une société de nature consensuelle, de nature communautaire. Cela va nous suivre. Nous ne sommes pas une société de juxtaposition. Je termine par un exemple. Je le prends en Afrique du Sud. Nelson Mandela, héros, il gagne les élections avec l'ANC. Il constate que dans le KwaZulu-Natal, les résultats de l'ANC ne sont pas fameux. Mais Nelson Mandela, alors que rien ne l'obligeait, les textes ne valent pas tout. Rien n'obligeait Nelson Mandela à faire de Buthelezi son ministre de l'Intérieur. Contre toute rationalité démocratique occidentale, Nelson Mandela a intégré Buthelezi. Parce que là, il tient compte de la sociologie du pays. Donc, quand nous parlons de ces choses, ne parlons pas de ces choses seulement dans le texte. Le 23 décembre, il y a élection et puis c'est fini. Non, ces élections se passeront comment? C'est une question fondamentale. Ces élections peuvent générer des crises avec le contexte géopolitique actuel que vous avez brossé brillamment. Risquent ces élections de nous plonger dans un chaos d'où le pays sortira morcelé. Merci beaucoup, José Nawej. Nous voulons que ces élections soient une opportunité pour la relance et la vocation de puissance de notre pays. Et nous l'avons toujours dit. C'est comme ça que nous tirons la sonnette d'alarme aujourd'hui pour que vous, les politiques, n'ayez pas de scrupules pour vous rencontrer. Rencontrez-vous, discutez de ces questions. Vous savez, les ont des choses à se dire que le peuple qu'ils conduisent ne doit pas forcément savoir. Alors, un peu de pudeur à ne pas nous exposer souvent à des processus par lesquels vous arrivez à des consensus. Merci donc d'avoir été avec nous ce soir. Nous voulons rendre hommage à une très grande personnalité qui nous a quittés. C'est André Boboliko. C'est un monument, non seulement dans le monde syndical, parce que le monde du travail, il l'a animé pendant de longues années, et c'est ce monde qui l'a amené vers le monde politique. Non seulement il était Premier ministre dans ce pays, mais il a été aussi président au niveau du Parlement. Il a été dans plusieurs structures et aujourd'hui il s'en va, laissant derrière lui un grand héritage. Ce sont ces hommes puissants des Baobas qui partent et qui espèrent en partant avoir laissé derrière eux une société organisée, respectueuse des textes, comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau. Nous lui rendons donc un grand hommage et nous espérons que son chemin de retour vers le Père va se faire en toute lumière. Condoléances donc à sa famille, mais surtout aussi à toute la nation congolaise qui a honoré ses fils dignes de ce départ de l'autre côté. Nous voudrons aussi saluer très rapidement notre ambassadeur au Mozambique. Vous savez, le Mozambique est un pays de combat, un pays de Samora Machel. Notre ambassadeur au Mozambique qui est aussi un téléspectateur assidu de cette émission et qui nous a fait quelques suggestions. Nous le remercions pour toutes ces remarques et nous espérons ainsi enrichir nos débats, des idées qu'il nous a transmises au travers des membres qu'il a rencontrés ici. Mesdames et messieurs, Espace républicain pour ce soir, c'est terminé. Nous espérons que vous nous avez suivis avec attention et que chacun de vous, où qu'il soit, va relancer les débats afin que nos hommes politiques, nos dirigeants, regardent tous dans la même direction, qu'ils ne se diabolisent pas. Parce que ce pays, finalement, ils l'ont maintenant, mais ce n'est pas leur pays. Ce pays appartient à ceux qui ne sont pas encore nés, qui sont héritiers. Nous devons leur léguer donc un pays, comme le dit notre hymne national, un pays digne. Au revoir et à la prochaine.